de classe. Donc, quand nous venons dans la salle de classe, nous venons communiquer les connaissances. Et pour que l'enfant apprenne, il faudrait que l'enfant soit en mouvement. Donc, c'est pourquoi l'approche ici met l'enfant au centre de l'éducation. La pédagogie active et participative. Donc, on va dire active. L'enfant est en mouvement, l'enfant est actif. Et participative, l'enfant participe à la leçon. L'auteur, c'est le patriarche, votre patriarche. Il s'appelle comment? Le patriarche, c'est lui l'auteur de ces documents. J'ai fait c'est lui, non? L'auteur là, c'est qui? C'est lui qui a écrit. Et vous m'avez dit que oh non, 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 on a ramassé là, on ne pas ça. Ah, moi je mange très bien. Ça va, c'est lui l'auteur. Vous le connaissez, non? Ah, c'est moi qui est devant vous. L'auteur de cet ouvrage. Nous commençons par l'introduction. C'est pourquoi j'ai mis les canevas ici. Nous commençons maintenant par l'introduction. Je peux même sauter, mais je vais quand même faire quelque chose. Donc, nous avons connu beaucoup d'approches. Mais le présent module, de formation est une réponse à la matérialisation de la qualité de l'enseignement. Parce que nous prenons toujours la qualité de l'enseignement. Mais où trouverons-nous cette réponse? La réponse se trouve ici. Dans ce module ici de formation. La jeunesse aussi soit bien éduquée, la jeunesse soit bien instruite. Maintenant, pour qu'il y ait une bonne instruction, il faut au préalable que l'enseignant utilise de bonnes méthodes. Pour bien former les enfants, il faut que l'enseignant utilise de bonnes méthodes. Quelles sont les méthodes vont servir à quoi? Les méthodes là serviront à la transmission de connaissances aux apprenants. Pour quelle fin? Afin que ceux-ci, les apprenants, comprennent mieux et assimilent facilement les matières à enseigner. Donc, si l'enseignant utilise de bonnes matières, les apprenants aussi vont comprendre et assimiler facilement les matières enseignées. Parce que la compréhension et l'assimilation se font où c'est à l'école. Mais des fois, l'assimilation se fait en dehors de l'école. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement de la pédagogie active et participative, l'apprenant est placé au centre des apprentissages. Pourquoi l'apprenant est placé au centre des apprentissages? Là, je vous ai déjà appris ça, non? Pour qu'il puisse utiliser ses compétences et les faire évoluer au cours de la formation. Vous avez des connaissances. Maintenant, l'apprenant va les faire évoluer au cours de la formation. La formation à l'école dure combien d'années? 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire. Donc, tout d'abord, 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire. Et à l'université, à notre époque, c'était 5 ans. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Maintenant, demain, ça va retourner encore 5 ans. Parce que le Parlement a dit que non, 3 ans là n'aident pas vraiment les étudiants. Donc, les étudiants de 2025 vont faire combien d'années? 5 ans. C'est comme ça, on a levé la mesure de 3 ans. On a vu qu'on ne forme pas bien les étudiants. Parce que vous, quand vous êtes là, vous ne revoyez même pas vos notes à la maison. Maintenant, à l'université, vous allez faire, surtout avec les téléphones. Non, grâce à Kadir, tourisme. Vous connaissez les grands pédagogues que je vous ai enseignés. Nous recommandons quoi? De recourir aux méthodes innovantes, qu'on appelle les méthodes actives et participatives. Ces méthodes constituent un ensemble de techniques pédagogiques éprouvées, centrées essentiellement sur l'activité des apprenants. Pourquoi? En vue d'améliorer qualitativement le système éducatif. Le programme, les manuels, l'enseignant peut mener la production des matières. Il planifie au mois de septembre de démarrer certaines matières. Première semaine, deuxième semaine, troisième matière, jusqu'à la fin. Deuxième fonction, préparer les leçons. Ça, c'est de la mer à boire. Tous les enseignants d'aujourd'hui, préparer la matière, non. Donc les enseignants viennent, c'est pas avec des livres comme ça. Ils enseignent avec des livres. Donc là, ce n'est pas recommandé, c'est interdit. Si moi je vous trouve comme ça, je vous arrête, je vous amène à la police. Avant d'attendre ce que conduire les apprentissages. Conduire les apprentissages comment? Par des exercices, par des pratiques. Même en biologie, il y a des pratiques.
chimique, il y a des pratiques. Pédagogie aussi, il y a des pratiques. Évaluer les acquis, surtout évaluer les acquis. Comment l'enseignant doit se mesurer lui-même. Il doit vérifier les acquis à tout moment qu'il avance avec les apprenants. Et là, il va trouver les difficultés. Il va faire quoi? Et remédier aux difficultés d'apprentissage. Là où les enfants ont des difficultés, l'enseignant doit faire quoi? Doit remédier. Ça, c'était l'introduction. Nous passons maintenant au premier chapitre. Nous commençons par la principe historique de la pédagogie, du mot pédagogie. Donc, avant que la pédagogie existe, le mot qui a existé en premier lieu, c'est le mot pédagogue. Donc, pédagogue déjà existait, mais la pédagogie est venue après. Le mot pédagogue fut utilisé par les gars de l'Antiquité. Les gars de l'Antiquité utilisaient derrière le mot là, pédagogue, pédagogue. Maintenant, ce vocable ici désignait quoi? Désignait tout simplement un esclave qui avait pour mission de conduire les enfants des bourgeois ou ceux à l'école. C'est lui qui avait la charge de conduire les enfants des bourgeois, de leur mettre à l'école auprès des précepteurs, était appelé déjà depuis l'Antiquité par les Grecs pédagogues. Maintenant, aujourd'hui, le rôle là est comparable à un encadrement moral. Celui qui encadre les enfants moralement est appelé aussi pédagogue. C'est pourquoi on dit un pédagogue était un encadreur. Simple, on se limite là. Un pédagogue était un encadreur. Maintenant, le mot pédagogie, dans la période historique, remonte maintenant à la Renaissance, vers le 15e siècle, après Jésus-Christ. Et l'Académie française l'a admis en 1762. Ça, c'est dans le livre de Mianaré. C'est Mianaré qui a écrit ça. Donc, l'Académie a admis ces mots français, ces mots pédagogie, en 1762. Et le mot est devenu un mot qui est francisé. Grec, mais francisé. Comment maintenant définir la pédagogie? Selon le contexte, selon son étymologie, selon le contexte ancien, le mot pédagogie vient du grec, pédos. Pédos qui signifie enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, même si vous allez dans les centres de santé, on écrit pédiatrie. Pédiatrie, c'est le traitement des petits enfants. Ça va? Oh, je suis pédiatre. Donc, c'est là, chargé seulement de soigner les petits enfants. Donc, l'origine du mot déjà, pédos signifie enfant. Et le suffixe là, gaugia, qui signifie conduire, diriger, amener ou faire sortir les enfants. Donc, c'est pourquoi, littéralement, selon son étymologie, la pédagogie est l'art de conduire l'enfant. Pourquoi la pédagogie est l'art de conduire l'enfant? On a fait allusion, c'est ce que j'ai dit sur la pédagogie historique, on a fait allusion aux anciens esclaves grecs qui conduisaient les enfants de leur maître à l'école auprès des précepteurs. Pourquoi maintenant les bourgeois voulaient à tout pour que leurs enfants aillent à l'école? C'est pour les protéger contre les obstacles de la nature, contre la délinquance. Parce que celui qui vient à l'école se comporte autrement par rapport à celui qui ne vient pas à l'école. Mais chez vous, je regrette beaucoup, parce que vous venez à l'école, vous avez les mêmes comportements que ceux qui ne viennent pas à l'école. Prenons tout d'abord le premier aspect de l'habillement. C'est toujours comme ça, vous habillez de la même façon. Quelqu'un qui n'a pas étudié, met les percés ici. Quelqu'un qui a étudié aussi, percé. Celui qui n'a pas étudié, si c'est l'ibaya, si c'est la blouse, Bouka Mapeka. Celle qui a étudié aussi, Bouka Mapeka. Celle qui a étudié, cours d'Égypte, celle qui n'a pas étudié, cours d'Égypte. Quand on va arrêter, directement, on arrête les gens qui ont des cours d'Égypte. Est-ce qu'on va te parler? Non. On arrête les gens qui ont des langues. Mais si tu es étudiant, je suis élève. Personne ne croit que tu es élève. C'est pourquoi vous voyez que les enfants des riches, même jusqu'aujourd'hui, sont bien éduqués. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont à l'origine de l'existence de l'école. Donc, l'école pour eux, c'est protéger leurs enfants contre les dangers de la nature. C'est pourquoi Rousseau avait dit quoi? L'enfant est bon, la société le rend mauvais. Donc, pourquoi vous préférez toujours la société? C'est à ce moment-là que la société aussi vous rend mauvais. Maintenant, qui va vous recadrer? Qui va recadrer tous ces gens-là? C'est l'enseignant. Mais pour que l'enseignant soit au niveau, l'enseignant doit être outillé. Si vous n'avez pas la matière, est-ce que vous saurez faire ce travail?
parce que c'est une lourde charge que nous avons. Et certains parmi vous auront. Mais comme pédagogue, vous avez aussi cette charge-là. Donc c'est pourquoi on peut aussi pour dire qu'un pédagogue est un esclave de la formation de l'enfant. Donc un pédagogue est un esclave. Il fallait poser cette question-là, est un esclave de qui? Des enfants, des premiers, esclave des parents, esclave de l'école, esclave des préfets, esclave des non. Donc nous sommes esclaves de la formation, pas esclaves de quelqu'un, non, de la formation. C'est pourquoi vous voyez un enseignant, même si on ne le paye pas, il vient toujours enseigner. Donc nous avons la même vocation qu'un pasteur. Un pasteur, malgré le combat, il va toujours tenir sa Bible, il va toujours prêcher la bonne nouvelle. Mais moi-même, si vous me dérangez, moi, comme je suis pasteur, ça c'est quoi? C'est la Bible, non? Je tiens ma Bible chaque jour. Hein? Je suis pasteur, je tiens la Bible chaque jour. Je reste toujours pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pouvoir fusionner ces trois définitions dans la définition actuelle de la pédagogie. Dans la pédagogie et la science et l'art de l'éducation. C'est aussi une philosophie et une technique. Là, c'était le premier concept. Maintenant, le deuxième, c'est ça. La pédagogie active et participative. La pédagogie active et participative, c'est quoi aussi, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais moi je doute. C'est quelque chose que vous connaissez, mais que vous négligez. Le type pédagogique qui met l'enfant en activité réelle dans ses apprentissages et dans l'activité de l'enseignant. Donc, l'activité de l'apprentissage est maintenant retournée, est maintenant donnée à qui? À l'enfant. Donc, l'enfant est maintenant en activité réelle, et en mouvement réel. Il y a d'autres qui sont en mouvement, mais des mouvements qui ne sont pas réels, des mouvements qui sont irréels. Mais ici, c'est une pédagogie qui met en activité réelle l'apprenant dans ses apprentissages. En d'autres termes, on peut dire, elle insiste sur l'effort personnel de l'enfant de l'acquisition de connaissances. Donc, pour que l'enfant arrive au niveau d'acquérir des connaissances, il doit fournir des efforts personnels. Ça, c'était le premier chapitre, généralité sur le concept. Maintenant, on entre au deuxième chapitre qui est vraiment les motifs de notre rencontre d'aujourd'hui. Le deuxième chapitre, nous commençons tout d'abord par le courant. Quels sont maintenant les courants de la pédagogie active et participative? Nous avons ici trois courants. Le premier courant, je n'ai pas dit numérotaire. Le premier courant, c'est la pédagogie traditionnelle. La pédagogie traditionnelle, autrement dit, c'est la pédagogie directive. La pédagogie directive, ici maintenant, l'enseignant est considéré comme un savant, un demi-dieu. Donc l'enseignant est la seule zone de décision. Et l'autorité de l'enseignant est magistrale. Donc si l'enseignant dit, l'enseignant a une autorité absolue. C'est lui la seule zone de décision. Il décide, il introduit, il développe et il conclut à l'endroit et place de l'enfant. L'enfant maintenant ici de la pédagogie traditionnelle est considéré comme un réservoir vide qu'on doit verser de la matière. Par rapport maintenant à la pédagogie traditionnelle, quels sont les styles d'enseignement utilisés? Les styles d'enseignement, nous avons les méthodes escadrées, expositives, magistrales, tous sont des méthodes transmissibles. Quelle est maintenant la caractéristique de ces courants? La caractéristique de ces courants est la technique de teaching. Teaching, c'est in English. In English, teaching, c'est quoi? C'est enseigner. Ici, maintenant, enseigner rentre dans la définition authentique. C'est communiquer les connaissances aux apprenants. C'est pourquoi les schémas, c'est comme ça. Ici, nous avons l'enseignant, le maître, qui communique les matières extrêmement à qui? À l'apprenant. Donc, il n'y a pas de flèche de retour.
Le deuxième courant, c'est la pédagogie moderne. La pédagogie moderne est appelée selon Jean-Jacques Rousseau la pédagogie rénovée. C'est les matières de la première, l'évolution de la pédagogie. La pédagogie rénovée. Ici, Rousseau parle beaucoup plus du pédocentrisme. Pédocentrisme, c'est quoi? C'est l'enfant au centre de l'éducation. Les préfixes là, pédo signifie toujours l'enfant. Pédocentrisme, pédos, pédiatrie, avec toujours l'enfant au centre de l'éducation. Mais en dehors de ça, on parle aussi de l'homme au centre. Quand on parle de l'homme, là maintenant on utilise du plus pédocentrisme. Le pédocentrisme veut dire quoi? L'enfant au centre de l'éducation ou au centre des activités d'apprentissage. Pourquoi l'enfant au centre des activités d'apprentissage? Parce que ici, les enfants maintenant est découvert par lui-même l'apprenant. Et l'enseignant ici de la pédagogie moderne est seulement un facilitateur de la pédagogie traditionnelle. L'enseignant est considéré comme un savoir, comme un demi-dieu. Les sites d'enseignement, nous avons les méthodes actives, caractéristiques des cette pédagogie. C'est la technique de learning. Learning, quand il va, c'est une English. Learning in French, c'est apprendre. Quand on apprend, on demande. Mais c'est là qui apprennent, mais qui ne demandent pas. Là, vous n'apprenez pas. Là, vous êtes en train d'absorber. Mais quand on apprend, on demande, on fait des mouvements, on fait des réactions. Donc, c'est pourquoi les schémas. Et maintenant comme ça. Les schémas est maintenant comme ça. Donc, l'apprenant, c'est ce qu'on appelle le feedback positif, mais on appelle aussi le feedback négatif. Feedback. Donc, l'apprenant, l'enseignant communique les connaissances, l'enseignant fait découvrir la matière par l'apprenant, l'apprenant aussi est actif, est en mouvement, il pose des questions, il fait des mouvements, là maintenant, il fait l'encodage. L'encodage est direct, le décodage, quand j'ai laissé là, on doit dire une information comme ça, et après, pour décoder les messages, il doit avoir beaucoup de temps. Là maintenant, on appelle ça comment? Problème réceptif. Maintenant, on passe au troisième courant, c'est la pédagogie active et participative. Cette pédagogie insiste sur l'activité et l'effort personnel de l'enfant dans l'acquisition de connaissances ou dans le processus enseignement-apprentissage. Le processus enseignement-apprentissage est abrégé PEA, P espace E-A. Donc comme ça. Processus enseignement-apprentissage. Et ça, c'est un terme de l'acquisition de connaissances. Mais quand on dit enseignement-apprentissage, ce n'est pas seulement qu'il y a un enfant qui est en train d'acquérir, l'enfant aussi apprend en participant. Quels sont maintenant les styles de l'enseignement? Les styles d'enseignement, ce sont les méthodes actives, caractéristiques. C'est la technique de learning comme la pédagogie moderne. Les schémas aussi est les mêmes. Maintenant, quelle est la différence entre la pédagogie moderne et la pédagogie active et participative? Donc, la pédagogie active et participative favorise les échanges ou les interventions entre apprenants. Donc, les apprenants s'échangent entre eux. Le respect, ici maintenant, le respect de tous et de Ricoeur. On dit le respect mutuel. Vous la respecte le Kaba respecte Michel respecte Kabedibouy respecte dans c'est tout de rôle, dans le respect mutuel. Avant de respecter l'autre, chacun doit d'abord se respecter lui-même. Le respect de soi-même. Le respect des gens.
Donc, le respect des filles et des garçons. On ne veut pas privilégier un sexe. On respecte seulement les garçons, on ne respecte pas les filles. Ou on respecte seulement les filles, on ne respecte pas les garçons. On a dit le respect de tous et le respect mutuel d'abord, et le respect genre. En anglais, on dit le gender. Quand il y a une fille, un garçon. On respecte une fille, on respecte aussi un garçon. Maintenant, ici, l'appendice, ou bien la joue est que c'est maintenant comme ça. Nous avons l'enseignant qui, avec l'apprenant aussi, avec son ami, 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 l'apprenant aussi, avec son ami. Donc, c'est ça maintenant l'enseignement. Donc, l'enseignant a la relation, il a une relation avec l'élève aussi a une relation avec l'autre. L'enseignant s'échange avec l'élève aussi s'échange avec les élèves, s'échange entre eux. Ça, c'est le plus courant. Maintenant, on passe aux bases.